La radio des Français dans le monde. Info. Partout en France, on connaît l'affaire de la disparition du petit Émile cet été et ça a évidemment bouleversé l'ensemble des Français. Imaginez la même histoire qui se passe dans le monde des expatriés. Les parents sont en France, le petit Éloi Roland est lui à 12 000 kilomètres de chez lui. Il est en Nouvelle-Zélande et il disparaît le 7 mars 2020. Éloi Roland, un ado au bout du monde, il s'est intéressé à cette histoire. Bruno Dupuis, le réalisateur, est avec moi en ligne. Bruno, depuis Paris, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On va parler de cette disparition. On remonte il y a 3 ans. Il faut dire que on est dans les pires circonstances pour une disparition. Quelques jours après la disparition de Éloi Roland, c'est le monde entier qui se confine. C'est assez vite, à ce moment-là, que tu t'intéresses à cette histoire ? Oui, c'est 2 ou 3 semaines après, en fait, parce que la famille communique sur les réseaux sociaux, la cousine, particulièrement Ségolène, et appelle au secours les médias, c'est-à-dire hashtag les grands médias français et les grands médias, les chaînes de télévision en continu, d'information en continu, etc. Et bien entendu, il n'y a pas de réponse et il n'y a pas beaucoup de partage, parce que même les réseaux sociaux sont focus à ce moment-là sur l'apparition de ce virus qui paralyse la Terre entière. Et on est confiné en France le 16 mars, donc c'est un peu plus d'une semaine après la disparition. Et la Nouvelle-Zélande ferme ses frontières le 19 mars. Donc c'est vraiment pile au même moment. Alors le scénario, on va essayer de le rappeler rapidement aux auditeurs, et notamment aux auditeurs qui sont en Océanie, parce que on va vous demander un petit coup de main aux médias, aux gens qui ont de l'influence sur le territoire pour relayer cet appel. On se reprojette donc sur l'histoire de Éloi Roland, un jeune étudiant qui part apprendre l'anglais en Nouvelle-Zélande dans le cadre d'une école à l'international très sérieuse. Ça devait se passer comme pour des centaines de milliers d'autres étudiants. Oui, c'est ça, il part pour 9 mois, c'est un cursus d'anglais, il vient d'avoir son bac en fait, et il a de très bons résultats, donc il demande une année de césure. Les Français connaissent ce principe de Parcoursup où on demande des vœux. Lui, tous ses vœux sont exaucés, il en fait 5, tous ses vœux sont exaucés, il est dans toutes les écoles, mais c'est pas ce qu'il souhaite à ce moment-là, il veut perfectionner son anglais, donc il l'organise tout seul d'ailleurs, il demande l'autorisation à ses parents, mais il organise lui-même ce départ en Nouvelle-Zélande pour faire un cursus d'anglais de 9 mois. Alors on le voit bien dans le reportage, je rappelle qu'il s'appelle Peut-être que je vais mourir, peut-être pas, disponible en replay sur France Télévisions. Il arrive sur place, et puis petit à petit, on le sent bien, il va commencer à s'isoler. On est à l'âge de l'adolescence, les réseaux sociaux, les amis, les mauvaises rencontres, etc. Et petit à petit, il va tomber dans une sorte de dépression. Oui, je me permets une toute petite modification. Le documentaire lui-même s'appelle « Éloi, enquête d'un disparu ». Et peut-être que je vais mourir, peut-être pas, c'est le titre du premier épisode. Sachant que le titre de chaque épisode, en fait, c'est des phrases que lui-même prononce et qu'on a trouvées dans ses réseaux sociaux, dans ses messages et dans ses vocaux. D'ailleurs, dans la série documentaire, on entend sa voix, on voit ses stories Insta, Snap, etc. C'est incroyable, la vie numérique, on a du mal à s'en rendre compte au quotidien, mais quand on est dans une situation comme ça de disparition, on arrive à avoir une vie numérique qui revient à la surface tout à fait étonnante. C'est complètement insensé, d'autant que Éloi, comme beaucoup de jeunes de sa génération, communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que je crois que c'est la première fois dans une série documentaire où on peut voir la victime, quelque part, le protagoniste principal de ce documentaire. Il a disparu, mais il est là. Il est là présent tout le temps, en permanence. On le voit à l'image tout le temps, par le biais de ses stories, par le biais de ses photos. Et on l'entend, parce qu'il communique énormément, et on se sert de cette communication, évidemment, pour raconter son histoire. C'est-à-dire que le spectateur assiste quasiment en direct à cette espèce de chute sans fin dans laquelle il a l'air de tomber. Et donc, pour revenir à la question qui suivait, oui, en effet, je crois qu'il a mis la barre très haut sur ses espoirs, en fait, qu'il plaçait en ce voyage. C'est-à-dire que il semblerait qu'il ait, comme beaucoup de jeunes de son âge, une sorte de symbole de 18 ans. Une fois franchi ce cap, on doit cocher un certain nombre de cases. Et je crois que dans son esprit, il s'imagine que ce voyage va ouvrir les portes de toutes les libertés de la vie d'adulte. Mais cette réalité, elle est tellement fantasmée de sa part. En réalité, on voit bien qu'il se confronte
à la réalité de la vie et que c'est pas aussi simple que ce qu'il imaginait. D'ailleurs, ce qui est assez troublant, c'est que dans son ordinateur, on a trouvé un document qu'il a rédigé lui-même avant son départ et qui s'appelle « La Nouvelle-Zélande et après ». Et il liste ensuite des fantasmes à réaliser. C'est pas très rare chez les adolescents de faire ce genre de choses, mais il liste un certain nombre de grandes actions à réaliser. Il en liste 10. Il y en a un certain nombre qui sont assez traditionnels chez des jeunes, c'est voyager, faire le tour du monde, avoir une belle maison, faire la route 66 en moto. Mais on trouve dans le point numéro 7, par exemple, écrire un livre. Donc c'est quelque chose qu'il a semble-t-il en tête et qu'il va beaucoup travailler quand il est là-bas. Et le point numéro 10, c'est peut-être encore plus étonnant, c'est une information qu'on n'a pas dans le film d'ailleurs, mais il écrit « dormir paisiblement ». Dormir paisiblement, et il écrit ça comme un fantasme à réaliser. Donc c'est dire à quel point il pense que ce voyage va lui ouvrir la porte non seulement de la vie d'adulte, de l'indépendance, de l'autonomie, mais peut-être même de la sérénité. Sauf qu'il se confronte à une vraie réalité et il découvre que oui, tout n'est pas si simple que ça, y compris au bout du monde, le rapport aux filles, le rapport à l'amour, le rapport à l'argent, le rapport à l'autonomie, à l'indépendance. À la drogue aussi peut-être un peu ? Alors, à la drogue, vous avez dit ? Oui. Oui, en fait, quand il part, je crois qu'il n'a pas du tout ça en tête. Éloi, quand il est en France, avant de partir, c'est un garçon extrêmement sain, très sportif, très bon étudiant. Il a des mentions de partout. Il répond vraiment à tous les vœux qu'aurait n'importe quel parent d'avoir un enfant aussi équilibré et aussi positif. Donc, et ses copains en France m'ont bien confirmé que même là-bas, même en France, à aucun moment, bon, il a pu faire boire 3 coups avec ses potes en soirée, mais ça s'arrêtait là. Il n'y avait aucune drogue, rien du tout. Et là, je crois que ça fait partie des choses qu'il a découvert là-bas. Qu'il a peut-être supposé comme étant une porte possible vers la vie d'adulte et d'autonomie. Et là, très clairement, on sent bien que ça n'a pas aidé. Alors, on voit qu'à un moment de bascule, il tombe amoureux d'une fille qui a déjà un copain et on sent qu'il va se retrouver un peu isolé dans son groupe. Les ados peuvent être un peu rudes et cet isolement va peut-être l'amener à commencer à avoir des idées noires, à peut-être boire un peu d'alcool, peut-être consommer un peu de drogue. En tout cas, cet isolement va être très présent jusqu'au point qu'il finit par dire à ses parents « Je veux rentrer, l'expérience de Nouvelle-Zélande, j'en ai assez, je veux rentrer ». Je veux qu'on avance mon retour en France. On rappelle qu'on est dans un monde qui s'est figé avec le Covid. Et donc, eh bien, une date est trouvée 15 jours plus tard. Oui, parce qu'en fait, le voyage était en prépayé. Il n'a pas la liberté de son retour. Donc, même s'il demande à rentrer plus tôt, en fait, c'est l'école qui a en gestion son billet retour. À ce moment-là, le monde s'est un petit peu complexifié. Les portes vont se fermer, donc il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer. Donc en effet, le retour est programmé que pour 15 jours après sa demande. Et 15 jours à cet âge-là, et dans l'état moral dans lequel il est, c'est beaucoup. Vraiment le bout du monde. Alors, je suis moi-même parent, et il y a une partie du documentaire qui m'a énormément troublé, puisqu'il demande à ses parents ce qu'il pourrait ramener comme souvenir de Nouvelle-Zélande. Et sa maman voudrait du sable, et lui va décider d'aller chercher du sable à Pia, qui est une très jolie plage, très connue un peu partout dans le monde. Et c'est en se rendant à cette plage de Pia que finalement il va disparaître. Le 7 mars 2020, son téléphone arrête de borner, précisément à un endroit qu'on a identifié. Mais par contre, la police néo-zélandaise ne va entamer des recherches que 7 jours plus tard. Qu'est-ce qui se passe ici, Bruno ? Même 10 jours plus tard. En fait, il se passe dans un premier temps, parce que je ne veux pas accabler les autorités néo-zélandaises, dans un premier temps, on ne leur signale la disparition finalement que le 10. Donc il s'est déjà passé 3 jours en réalité. Parce que bon, c'est un garçon de 18 ans, il a quitté sa famille d'accueil, c'est le week-end. La famille d'accueil prévient l'école que le lundi. Il a pu partir, faire la fête avec des copains, enfin, c'est possible. Voilà, c'est possible. Donc en fait, il n'y a pas d'inquiétude jusqu'au lundi. Il y a vraiment que le lundi, donc peut-être 3 jours plus tard, que les gens commencent un petit peu à s'inquiéter. Et puis, comme souvent, dans un premier temps, par ailleurs, tout le monde savait qu'il avait plutôt un petit moral et qu'il s'était pas mal isolé et coupé de la vie du groupe. Voilà, le temps que les choses se mettent en place, le temps que l'information soit donnée à la police, le temps que la police essaye de reconstruire un petit peu son parcours, il se passe ce temps-là. Et c'est vrai que ce temps-là, il est dramatique parce qu'en réalité, dans les histoires de disparition, pas seulement dans celle d'Éloi, mais dans toutes les histoires de disparition, et vous avez cité l'affaire du petit Émile tout à l'heure, c'est pareil, tout ce qui n'est pas fait au-delà de 48 heures. Les premières minutes, les premières heures sont cruciales.
Il parle souvent avec sa sœur, il échange des vocaux ou des textes et il parle du 8 mars, il voulait être rentré avant le 8 mars. On n'en sait plus sur cette date du 8 mars, pourquoi il dit qu'il veut rentrer avant le 8 mars? On a une explication? Ça reste un des grands mystères. Ça reste un des grands mystères parce qu'il a dit ça très clairement à ses parents, il l'a dit à un de ses amis, il l'a dit à sa sœur, mais on n'a pas trouvé d'explication dont on soit sûr à 100%. Pourtant, Dieu sait si on a dépouillé tous ses réseaux sociaux, tous ses messages, tous ses mails, on n'a pas trouvé pourquoi, en fait, il avait mis cette date butoir du 8 mars. Alors, elle est très étonnante, très intrigante. On parlait tout à l'heure du fait qu'on est très suivi avec ses réseaux sociaux. On se rend pas toujours compte, mais avec son téléphone, on sait où on se trouve, tout ce qu'on fait. Et puis il y a toutes les caméras de surveillance, puisque ce jour-là, il va se rendre sur cette plage, il va prendre les transports en commun. On le voit, on a des images qu'on voit dans le documentaire. Et puis un moment plus rien. Du coup, on a une liste de possibilités. Il peut avoir eu un accident, il peut avoir été fauché par une voiture, il peut avoir décidé de disparaître, il peut avoir été enlevé, il peut être tombé. Toutes les pistes aujourd'hui, elles sont toutes, c'est très similaire à l'affaire d'Émile, elles sont toutes ouvertes, aucune n'est fermée, même le suicide par exemple? Aucune n'est fermée pour une raison simple, c'est qu'on n'a rien trouvé. C'est-à-dire qu'il y a un bon nombre d'affaires de disparition dans lesquelles on va trouver un petit élément qui va nous, peut-être pas nous démontrer, mais en tout cas nous aiguiller vers une piste. On a le cas par exemple de Théo Hayed, un jeune Belge qui a disparu en Australie 1 an avant Éloi. Dans son cas, on a retrouvé par exemple une casquette à proximité d'un promontoire qui surplombe la mer, ce qui n'a pas rendu les enquêteurs très optimistes sur l'issue. Dans le cas d'Éloi, il n'y a rien de rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bout de vêtement, il n'y a rien du tout. Donc on sait juste qu'il y a son téléphone qui coupe à un certain endroit et à une certaine heure. Et c'est là où en fait j'ai commencé à m'opposer un petit peu avec les autorités néo-zélandaises parce que les recherches sont naturellement ont pris leur origine autour de l'endroit où coupe le téléphone. Mais à un moment, j'ai dit on ne cherche pas un téléphone parce qu'il a été avéré en fait que le téléphone avait été coupé par panne de batterie. Son opérateur a certifié que c'est une panne de batterie. Donc c'est pas un choc violent, donc ça signifie quand même qu'il a pu continuer d'avancer, évidemment, sans son téléphone. C'est pas le téléphone qu'on cherche chez le garçon. Alors évidemment, ses parents vont faire des pieds et des mains, mais le monde est fermé. Impossibilité de se rendre en Nouvelle-Zélande. Les frontières ne vont réouvrir que le 1er mai 2022, 2 ans plus tard. Le 6 mai, tu prends l'avion avec les parents, tu vas sur place, la police vous reçoit. Alors une drôle de cérémonie d'ailleurs quand vous arrivez à la police, ça doit être les coutumes locales. Ils montrent tout le travail qui a été fait. Il y a une partie du travail qui n'a peut-être pas été suffisamment bien fait. En tout cas, vous complétez la recherche et vos enquêtes de votre côté. Et il y a un étrange témoignage quelques jours après d'une jeune fille qu'il aurait rencontrée, avec qui il aurait échangé, qui donne un espoir, alors qui doit être encore plus difficile pour les parents parce que peut-être qu'il se passe des choses au-delà du 7 mars avec Éloi. Nous, c'est un peu notre conviction qu'il se passe des choses au-delà du 7 mars. Alors, dans la série documentaire, on va égrener justement toutes ces pistes et toutes ces possibilités. Et il est vrai que celle-ci est celle qui n'a pas été étudiée par la police néo-zélandaise. Non pas qu'ils n'y croient pas, mais je crois qu'ils ont voulu absolument faire entrer toutes les informations dans leur théorie favorite, c'est-à-dire qu'ils se soient perdus dans le bush et qu'ils s'y soient soit suicidés, soit perdus. Le bush, c'est une espèce de forêt très dense qui se trouve autour de cette plage, qui est quasiment infréquentable parce qu'on peut pas marcher dans cette forêt. Et voilà, leur piste, ce serait qu'ils soient perdus là-dedans. Voilà, et c'est ça précisément qui m'a tenu un petit peu à l'écart, parce que je me suis rendu sur place, j'ai fait exactement le même chemin que lui, j'ai reconstitué exactement le même chemin que lui, en essayant de me mettre dans sa tête et de me poser la question, est-ce qu'à un moment ou un autre, un endroit peut nous inviter à prendre un raccourci? Est-ce que ça peut nous indiquer que tiens, si je passe par là, ce serait plus court? Et comme on se rend bien compte qu'il suit sa map jusqu'à la fermeture du téléphone, il a un itinéraire très logique qu'il a anticipé 3 jours plus tôt. Je vois pas de raison pour lesquelles il aurait finalement décidé de couper alors qu'il a fait le plus gros. Ça fait quand même déjà 5 heures qu'il marche et il est quasiment arrivé. Il lui reste une dizaine de kilomètres. Il est sur une route, il sait où il est. Donc, sauf égarement mental, et c'est ce que pensent les autorités locales,
moi, je vois pas de raison pour laquelle il serait rentré, d'autant que c'est pas si simple d'y rentrer. Hein. C'est vraiment très hostile, c'est très touffu, c'est une jungle. Donc, il faut pas avec une machette, je vois pas comment on y rentre sans ramper. Ou bon, ce serait pas très logique. Pour revenir quand même à votre question, pardon, parce que du coup j'ai éludé, mais vous vouliez parler d'Océane. Ouais. Océane, c'est une jeune fille qui s'est manifestée assez vite, en réalité, 1 mois après la disparition, auprès des policiers néo-zélandais. Elle indique l'avoir vue. Les Néo-Zélandais n'ont pas voulu croire à son témoignage, tout simplement parce qu'elle se trouvait à ce moment-là dans l'île du Sud, et dans le sud de l'île du Sud, c'est-à-dire à peu près à 1600 km du lieu de disparition supposé, c'est-à-dire du lieu où le téléphone coupe. Et eux estiment que, ils ont quand même fait un certain nombre de vérifications, notamment si son passeport avait pu être contrôlé à un moment ou à un autre dans un trajet, sachant que pour aller dans l'île du Sud, en partant d'Auckland, on doit nécessairement prendre soit le ferry, soit l'avion. Sauf que nous, on a essayé de faire le même trajet et on l'a fait en avion, et à 4 reprises, en fait, on n'a jamais montré nos passeports en vol intérieur. On n'a jamais démontré notre identité. Et quant à Océane, comme beaucoup d'autres jeunes, notamment de l'entourage d'Éloi qui étaient là-bas, l'ont confirmé, ils ont pris le bateau avec des billets, ou sans, parfois il y en a qui fraudent, mais en tout cas sans jamais montrer sans contrôle l'identité. C'est des voyages intérieurs, c'est pas extrêmement contrôlé, c'est un pays qui est très très fait pour les voyageurs, qui est très fait pour arranger les voyageurs. Alors Bruno, c'est du tout impossible qu'ils se soient retrouvés. Aujourd'hui, on va essayer d'être clair. On est sur un média qui s'adresse aux Français expatriés dans le monde. Je vais moi-même relayer cette interview auprès d'autres médias qui font le même travail. Il y a quand même toujours des pistes à explorer, peut-être des témoignages, peut-être des gens qui l'auraient croisé ou qui auraient des informations supplémentaires. Et je pense que l'origine de ce documentaire que tu as fait, c'est parce que tu avais ressenti que tout le monde s'en foutait à ce moment-là, qu'on était dans un monde qui s'intéressait au Covid et pas à ce jeune Éloi. Et ben nous aussi, on va t'aider à ne pas s'en foutre. Il y a peut-être quelque chose à faire. Concrètement, il y a un email qui existe aujourd'hui, contacteloinz@gmail.com. N'importe qui pourrait alimenter cette recherche, doit se manifester. Absolument. Et d'autant que une des raisons pour lesquelles le témoignage d'Océane n'avait pas été pris en compte, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas eu d'autres personnes qu'elle affirmant l'avoir vue dans l'île du Sud à ce moment-là. Mais évidemment, fallait-il que les gens sachent qu'il est disparu. À ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet. Il est très possible qu'il y ait des personnes qui se soient retrouvées à ce moment-là entre Apia, à Auckland ou à Te Anau, dans le sud de l'île du Sud de Nouvelle-Zélande, et qui n'avaient jusqu'à ce jour pas connaissance. Donc, ce que je peux demander à chacun, si vous étiez dans le coin en Nouvelle-Zélande et dans ce secteur ce jour-là, revérifiez vos photos, regardez les fonds de photos, vérifiez ceux de vos amis, parce que peut-être qu'il peut apparaître quelque part. Il a été vu au moins une fois, en tout cas a priori. Il est possible que d'autres personnes se trouvaient dans le secteur à ce moment-là sans savoir qu'il avait disparu. Par ailleurs, à Pia, c'est-à-dire le 7 mars, il y avait ce jour-là une compétition de surf, une très, très grosse compétition de surf qui avait été annulée pour les raisons du Covid. Donc il y avait aussi beaucoup de gens qui quittaient la région parce qu'ils étaient en attente de cette compétition qui n'aurait pas lieu. Donc il y a des départs. Il y a peut-être beaucoup de voyageurs qui sont passés à côté sans évidemment savoir qu'il était porté disparu à ce moment-là. Donc ça vaut le coup de retourner, si vous étiez là-bas en Nouvelle-Zélande en 2020, de retourner dans vos photos sur vos réseaux sociaux pour voir si vous n'aurez pas apparu quelque part. Bruno Dupuis, réalisateur de ce documentaire, Éloi Roland, aujourd'hui, si vous avez la moindre information, tous les contacts sont dans le texte de ce podcast. Merci beaucoup. Tu nous tiens au courant parce que évidemment ce reportage qui est disponible depuis 1 mois sur la plateforme de France Télévisions, ça remet en lumière et peut-être qu'il y aurait déjà des premières nouvelles pistes. Il y a des témoignages intéressants. C'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à se remémorer. Il y a des témoignages intéressants et des investigations qui sont toujours en cours et actives. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter, même si on a le moindre doute, même si c'est qu'une supposition. N'hésitez pas à nous contacter et nous, évidemment, on recoupe après chaque information. Merci beaucoup, Bruno, pour cette interview. J'espère pouvoir te retrouver dans les prochains mois. C'est mon vœu de papa le plus intime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plus d'infos et plus de podcasts, rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.